Bonsoir à tous, ici Maître Z. Alors, cette réunion ce soir a pour but de vous présenter le droit en action, comment nous libérer de ces mesures complètement illégitimes, complètement intolérables qu'on subit depuis des années, que ce soit en matière politique, en matière de santé, en matière scientifique, en matière de liberté en général. Alors, Maître Z, pourquoi Maître Z? Pourquoi cacher l'identité? D'abord, Maître Z, j'étais avocat, j'ai arrêté en 2011 après 2-3 ans de réflexion intense parce que suite à 2008 et la violation du référendum de 2005, je ne pouvais plus continuer en gardant ma dignité à être avocat dans un système judiciaire qui ne dénonce pas qui fait pas son travail de dénoncer l'absence de constitution, la violation du référendum. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler à un niveau plus élevé que la simple justice d'avocat devant un juge, qui d'ailleurs un jour m'a répondu, Maître, adressez-vous au législateur. Donc, ça s'est réglé. On va s'occuper directement de la loi au niveau politique. Et qu'est-ce que la politique? Pourquoi on en est là? Donc, le but de Maître Z, vous connaissez peut-être le canal Maître Z officiel sur Telegram. Je vous invite à aller le regarder. Comme ça, vous pourrez prendre connaissance des messages que j'ai déjà écrits. Le but, c'est de faire connaître les vérités juridiques et scientifiques qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Et je suis toujours étonné des avocats qui n'ont toujours pas révélé les vérités que je cesse de clamer depuis des années et des années. Et avant 2020, hein, notamment sur la disparition de la Constitution depuis 2008. Donc voilà pourquoi Maître Z. Pourquoi aussi? Parce que, bon, il y a Z de Costa Gavras, etc. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étendre. Et surtout, on voit beaucoup de messagers dont on connaît l'identité, ils vous racontent des messages, mais dans les messages, il n'y a pas de vérité. Ils vous cachent la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Ils vous disent tout sauf l'essentiel. Donc moi, ce qui compte, c'est plutôt le message ou le messager d'après vous? Voilà, donc moi, tout ce que je dis, c'est sourcé, vous aurez les références, les preuves, et en plus, je n'avance des arguments que dont j'ai absolument la preuve, c'est-à-dire ceux que j'ai même pas approuvés, c'est-à-dire que je n'avance que sur les arguments dont la charge de la preuve repose sur la partie adverse, sur nos politiciens, sur nos médecins, vous voyez? Donc je n'ai rien à prouver. C'est beaucoup plus facile que de vouloir prouver ceci, cela, etc. C'est ça le droit aussi, c'est la force du droit. Donc je pense que j'ai fait le tour sur Maître Z. À moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas à les poser rapidement. Mais sinon, on fera question-réponse à la fin de cette présentation très vite. Alors, pourquoi on en est là? Parce que beaucoup de choses. Pourquoi on en est là? Parce que comment le sommet de la pyramide arrive à imposer ses volontés à la base de la pyramide, aux masses. Tout ça, c'est basé sur l'ignorance. L'ignorance de la science, l'ignorance du droit, de nos droits, etc. Et quelle est l'arme la plus radicale pour contrôler les populations, les masses? Eh bien, comme disait je ne sais plus qui, c'est l'information et la désinformation. Et en plus, l'usage de la peur, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Alors, et comment ils arrivent au sommet de la pyramide à imposer leur volonté à la base de la pyramide? Parce que j'ai donné un lieu commun, enfin de quelque chose que je dis souvent, c'est que la tyrannie n'est jamais imposée par les tyrans. Ils sont trop peu nombreux, vous comprenez? Ils sont trop peu nombreux. La tyrannie n'est imposée que par l'acceptation de la masse de la population. Et pourquoi elle accepte? Parce qu'elle est désinformée, mal informée et en plus mise dans la peur, donc c'est du gâteau pour eux. Alors qu'est-ce qu'on vit depuis plusieurs années? Je n'ai peut-être pas besoin de recontextualiser des campagnes de vaccination, la peur du papillomavirus, du Covid, l'OMS qui veut nous dicter ce qu'on doit faire pour des soi-disant pandémies, déclarer des pandémies selon des nouvelles règles qui ne sont pas celles qui ont existé jusqu'à il y a 2-3 ans, 4 ans. Des lois liberticides. Maintenant, on prévoit des réquisitions depuis 1 an. On prévoit de préparer la guerre. Notre liberté d'expression est encore menée à mal par des articles récemment de lois, de prétendues lois, on va voir, qui sont votés. Les suspendus, les soignants non vaccinés suspendus, ils ont peut-être été réintégrés, mais ne sont toujours pas indemnisés de leur préjudice. Vous allez voir qu'ils sont victimes de véritables crimes contre l'humanité, comme tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les arrêter? Eh bien, on a l'habitude de dire qu'ils n'arrêteront que si nous les arrêtons. Comment les arrêter? Comment nous protéger de leurs mesures? Comment protéger notre région, notre ville? Vous allez voir, c'est l'objet du droit en action. C'est très concret. Pour une somme très modique qui passe pas par des intermédiaires, c'est vous directement à la poste et au photocopieur.
Donc toute cette action est organisée gratuitement, c'est vous qui financez directement, il n'y a pas d'intermédiaire qui passe par leur poche, vous voyez ce que je veux dire. Donc comment on va pouvoir, parce qu'on va nous dire oui mais c'est facile d'informer le public, mais nous sommes une minorité, nous ne sommes pas nombreux. Eh bien, est-ce que vous connaissez le syndrome du centième singe? Le syndrome du centième singe, c'est des scientifiques qui, après la Seconde Guerre mondiale, dans des îles au large de côte africaine, il y avait plusieurs îles qui étaient toutes il y avait une population de singes sur chaque île, de plein de singes, qui ne pouvaient pas nager ni sauter d'une île à l'autre. Un jour, ils ont voulu faire une expérience, ils ont mis des patates douces sur les plages de toutes ces îles, puis ils ont regardé ce qui se passe, c'est rien passé. Alors, quelques jours plus tard, un des scientifiques était sur une seule des îles, il a relevé son pantalon, descendu de sa petite barque, il a pris une patate douce, il a montré à un singe qui l'a regardé, il l'a trempé dans l'eau pour la laver ou dans la rivière qui coulait là, et puis il l'a croqué en disant c'est bon. Et le singe, qui le voit, il le fait. Il a pris pareil, il a nettoyé la patate douce dans la petite rivière qui coulait là, il l'a mangé, il a trouvé ça bon. Et de proche en proche, donc, les singes ont pu répéter ce processus. Ils ont pris la patate douce, etc., l'ont lavé, l'ont mangé. Et à un moment donné, quand ils ont constaté sur cette île seulement qu'il y avait environ 100 singes qui savaient prendre leur patate, la laver et la manger, du jour au lendemain, tous les singes sur toutes les autres îles, du jour au lendemain, se sont mis à prendre leur patate douce qui était là, qui traînait depuis une semaine, je ne sais pas combien de temps, la laver et la manger. Vous comprenez le principe? Il n'y a pas besoin d'être une majorité pour faire basculer la masse. C'est toujours la petite masse critique. Souvenez-vous de ce que disait Stéphane Hessel en 2012 au sujet de la résistance. La France de Vichy n'était pas résistante. Il y avait une petite poignée de personnes responsables qui avaient gardé leur dignité et qui savaient qu'ils avaient des obligations et qu'ils étaient le levain qui allait faire lever la patte. Et puis à la résistance, tout le monde était résistant, vous comprenez? Donc, est-ce qu'on a besoin d'être une majorité pour changer les choses? Non. Comment ils font le sommet de la pyramide? Ils sont une minorité. Mais ils utilisent les corps intermédiaires, les médias, les forces publiques, les enseignants, les médecins, les soi-disant scientifiques, hein, etc. Et ces corps intermédiaires, ils sont soumis en interne à la pression du management par la terreur et à la désinformation. Donc ils sont peut-être de bonne foi, mais la plupart d'entre eux sont de bonne foi, mais soumis à la pression, ou carrément désinformés, ils ne se rendent même pas compte. Donc c'est l'ignorance, à la fois par les corps intermédiaires et par la base, qui fait qu'on accepte toutes ces mesures. Alors comment agir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le droit en action, eh bien, en informant et en réinformant sur nos droits et sur les droits, à la fois les corps intermédiaires, et qui va le faire? Le peuple. Et donc le peuple s'informe lui-même. Quand vous vous informez, que vous faites cet acte, vous prenez une décision d'abord, et comme disait Gandhi, eh bien, l'esclave, lorsqu'il a décidé de ne plus être esclave, ses chaînes tombent, n'est-ce pas? C'est une question de décision, hein. Quand vous décidez quelque chose, l'univers se met en quatre pour vous aider et enlever les obstacles, hein. Il suffit de prendre une décision. Ouais. Aide-toi et le ciel t'aidera, il faut d'abord prendre la décision. Donc, alors pourquoi le droit? Pourquoi à quel point c'est absurde, le point où on en est arrivé? Juste une histoire rapide. Une amie me disait qu'elle avait une de ses amies qui était sortie de son jardin pendant le confinement et elle était à 100 mètres de son jardin. Un hélicoptère passe par là, il descend, il se pose et ils viennent lui mettre une amende à 135 €. Vous vous rendez compte? Donc, tout ça à cause de l'ignorance, à la fois par les forces publiques, par tout le monde. Pourquoi le droit c'est important? Parce que d'abord, il y a un aspect spirituel, tout ce qu'ils font, les oligarques, les usurpateurs, nos tyrans, ils le font en nous prévenant. Vous avez remarqué qu'ils n'ont pas arrêté de nous avertir du Covid qui va aller arriver, de la pandémie, puis là la maladie X, la maladie X. Pourquoi en fait? Vous avez compris ça? Pourquoi? Et en fait, c'est une règle qui leur permet d'éviter de prendre le karma de leurs actions. Parce qu'en nous prévenant, nous sommes consentants et donc nous prenons en charge le karma. Puisque nous acceptons, parce que nous, on nous a prévenus. Vous comprenez la subtilité? Mais par contre, ça veut dire aussi qu'ils ont horreur d'être en tort juridiquement ou vis-à-vis des règles de l'invisible ou de la spiritualité. Ils ne veulent pas se créer du karma. Donc ils font tout pour rester en règle. Un exemple intéressant, c'est Louis Fouché qui avait cité l'exemple de cet écrivain français ou ce littéraire qui était emprisonné dans les camps des Khmers rouges dans les années 70. Il s'est retrouvé dans un camp absolument horrible avec un chef de camp absolument horrible. La moindre personne qui renversait un seau d'eau, elle a été assassinée immédiatement.
Mais lui, il parlait, parce il était formé culturellement, il parlait de la tradition khmer, il parlait du droit. Et le chef du camp, elle parlait avec le chef du camp. Et il adorait ces conversations, le chef du camp, parce qu'il disait, oui, mais c'est la tradition khmer, c'est notre ci, cela, la civilisation khmer et le droit. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est dans le droit. Vous voyez, ils veulent être dans le droit, tous. Et ça lui a permis de rester en vie par rapport à tout ce qui se passait d'horreur dans ce camp. Et un beau jour, il s'est réveillé, et ben, le camp était libéré, c'est-à-dire que ce directeur était parti dans un autre camp, ils avaient ouvert le camp, c'était terminé, et il a survécu comme ça. Donc le droit, c'est vraiment un instrument de survie, et c'est ce dont parlait Louis Fouché. Et quand vous faites des procédures écrites avec les documents que vous allez voir, ou que vous avez un document écrit que si jamais vous êtes arrêté, bon, c'est même pas votre cas, vous ne serez pas arrêté, vous n'aurez rien à faire, je vous rassure tout de suite. Mais plus tard, ça peut arriver dans d'autres circonstances, mais à tout moment, quand vous dites des arguments juridiques, le policier, puis le procureur, puis le juge après, ils vont devoir répondre à ça dans leur procédure. Et c'est écrit, ils vont être bien embêtés. Ils veulent pas être celui qui aura violé tel ou tel droit. Les seuls qui violent les droits ouvertement, un peu comme ça se passe au Moyen-Orient, c'est les députés. Ils prennent des lois invraisemblables, vous avez vu, sur notre liberté d'expression, sur les réquisitions, etc. Donc voilà pour les grands principes. Il suffit d'être une minorité pour faire bouger la majorité, pour faire basculer le tout. Et comme disait le policier ancien garde du corps de deux présidents, Alexandre Boisson, il dit rien n'est plus puissant que le nombre tactique et déterminé. Mais le nombre, il n'a pas besoin d'être énorme. Il suffit qu'il soit bien organisé. Donc ce qu'on vous propose ici avec le droit en action, c'est de mettre en demeure, en informant les corps intermédiaires de leurs droits, de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Et c'est un système qui est inspiré de ce qui s'est fait aux États-Unis par un mouvement qui s'appelle In Power Movement, et qui envoie des notifications à eux, c'est des notifications de 25 pages, avec deux témoins qui signent que c'est bien été envoyé à telle adresse, telle heure, tel temps. C'est les preuves en matière de droit américain. Et donc, ils envoient ces notifications qui leur donnent tous les éléments sur l'histoire des 5G, des machins, des compteurs Linky, intelligents, et qui mettent en demeure la personne, le responsable, en disant maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, etc. Et ils se sentent vraiment responsables. Et ça aboutit à des démissions, jusqu'à un ministre des Finances de Colombie-Britannique qui avait démissionné, j'avais entendu. Un exemple, Hawaï, une société de compteurs électriques était venue présenter au conseil municipal de toutes les îles, sauf une, je crois, de Hawaï, fin 2016, son projet. Le projet, c'est qu'il remplaçait tous les compteurs électriques par des compteurs intelligents, et ceux qui voulaient pas, ils devaient payer une taxe, enfin un prix pour garder leur compteur analogique. Quelques personnes ont assisté à ce conseil municipal. Le conseil municipal, pour d'autres raisons, a dit bon, bah écoutez, revoyez votre projet, revenez dans 6 mois. Et début 2017, ils sont revenus. Entre-temps, 2 ou 3 personnes, pas plus, ont envoyé des notifications au directeur de cette société ou à plusieurs directeurs. Et quand cette société est revenue, imaginez qu'est-ce qu'ils ont fait. Leur projet avait complètement changé. Ils allaient installer les compteurs intelligents uniquement chez les gens qui le demandaient et gratuitement. Et tout le monde gardait son compteur. Vous vous rendez compte la puissance des notifications. Nous, on a déjà fait quelques exemples de notifications pour l'instruction en famille. On a eu des résultats de personnes qui ont dit ça y est, c'est libéré, ils ont pu accepter, bien que vous savez que ce n'est pas soumis à autorisation, au contraire, c'est une simple déclaration. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on propose de faire? D'abord, quelle est la réalité juridique? C'est qu'il n'y a plus de constitution depuis 2008, violation du référendum, comme je disais tout à l'heure. On va en parler. Et donc, il en résulte que les dirigeants actuels sont des usurpateurs de fonction publique. C'est un délit, ils sont en flagrance tous les jours. Ça permet leur arrestation en flagrance. Ça veut dire qu'on n'est jamais rentré dans l'Union européenne en 2008. Je vais revenir sur pourquoi il n'y a plus de constitution, et puis après vous pourrez poser des questions à la fin de la présentation. De même, en 2009, quand Sarkozy a déclaré que la France intégrait le commandement militaire de l'OTAN, évidemment, il n'était plus président, et cette déclaration est complètement nulle et non avenue, etc. etc. Si jamais nos dirigeants acceptaient en mai de se soumettre à l'OMS, c'est la même chose, ça n'a aucune valeur juridique pour le peuple français, dont la Constitution est connue de tous, avec sa déclaration des droits de l'homme en tête, en préambule. Alors pourquoi il n'y a plus de Constitution? On va dire qu'elle est caduque, c'est ce qu'on appelle la caducité juridiquement. Elle existait jusqu'à un moment donné où elle n'existe plus, du fait que c'est comme un contrat. Quand le contrat est violé, on peut demander au juge la résolution, ou bien la résolution est automatique si elle est prévue au contrat ou par la loi, quand un contrat est violé. Qu'est-ce qu'une constitution? C'est un contrat entre le peuple et un petit nombre, les oligarques ou ceux qu'on va mettre à la tête des autorités, pour gérer les pouvoirs qu'on va leur accorder. Et que dit la Déclaration des droits qui est au-dessus de cette Constitution, qui est citée dans le préambule de la Constitution de 1958? Ça veut dire préambule, c'est avant d'entrer dans, c'est avant d'en rentrer. Donc c'est bien au-dessus de la Constitution, elle dit
le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, de la Déclaration des droits de 1789, au principe de la souveraineté nationale, la nation c'est le peuple, etc. Et au principe défini dans le préambule de la Constitution de 1946, il y a plein d'objectifs précis aussi. Or, qu'est-ce que dit cette Déclaration des droits? Dans son préambule, elle dit qu'elle énonce des principes simples pour que tout le monde puisse avoir en tête ces principes pour mesurer les actions du législatif et de l'exécutif et porter leurs réclamations afin de sauvegarder la Constitution et le bonheur de tous. Je résume, le préambule de la Déclaration des droits. Donc, les principes sont simples, ils ne sont pas faits pour être les spécialistes du droit constitutionnel, etc., et pour qu'on nous la fasse à l'envers, et pour que tous les juristes n'aient toujours rien dit depuis 2008. C'est inadmissible. Ils devront rendre des comptes, je pense, un jour. Ensuite, qu'est-ce que dit la Déclaration des droits? C'est que, article 16, très simple, lorsque la garantie des droits n'est pas assurée, on va dire ce que c'est que les droits, ni la séparation des pouvoirs déterminés, il n'y a point de constitution. Donc, séparation des pouvoirs ne veut pas dire des pouvoirs spécialisés indépendants, ça veut dire surtout que les pouvoirs ne sont pas concentrés en une seule main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008, après le référendum de 2005 qui a dit nous ne voulons pas de cette constitution européenne qui soumet la France, la volonté, la souveraineté de la France à des décisions prises à la majorité et non plus à l'unanimité dans l'Union européenne. Nous n'en voulons pas, la BCE, etc., qui est la souveraineté monétaire, qui nous est enlevée. Et le même texte, c'est Giscard qui en était l'auteur, il a reconnu en octobre 2007 dans un article du Monde que c'était le même texte exactement dans le traité de Lisbonne en 2007. Il était tout fier. C'était la même commode avec les tiroirs peints autrement et mis dans d'autres sens, dans d'autres ordres. Eh bien, on nous a présenté le même texte et les députés, les représentants du peuple l'ont accepté malgré le refus du peuple. Donc ça veut dire qu'ils ont violé quel droit? Alors le droit du peuple de concourir à la formation de la loi personnellement ou par leurs représentants. Personnellement, on a concouru à la formation de la loi et les représentants, ils sont là que pour représenter. Les représentants ne peuvent pas aller contre la volonté du peuple clairement exprimée. Si le peuple ne s'était pas décidé, les représentants représentant la nation auraient pu décider ça, mais ils se sont dit quand même on va faire un référendum. Et c'est là le piège dans lequel ils sont tombés. Ensuite, un autre droit, c'est la souveraineté réside essentiellement dans la nation, article 3 de la Déclaration des droits. Donc si c'est la nation, le peuple qui a la souveraineté, aucune autorité, dit l'article, ne peut être conférée sans qu'elle en émane expressément. Donc, on ne peut pas donner une autorité à l'Union européenne si on n'a pas l'accord de la nation souveraine. Alors, la nation souveraine, le peuple avait dit non. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il appelle une forfaiture, mais ce n'est plus un délit ni un crime dans le code pénal, mais c'est une forfaiture dans le sens où c'était le suzerain qui refusait d'obéir au souverain, en gros. Donc là, c'est le représentant qui a violé son devoir vis-à-vis du souverain, du représenté. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Donc ça, c'est pour la Constitution qui a disparu parce qu'il n'y a plus de Constitution, c'est clair, plus de garantie des droits, ni de séparation des pouvoirs au sens où ils sont tous réunis contre le peuple. Le législatif modifie la Constitution avec l'accord du soi-disant Conseil constitutionnel qui dit rien, qui organise tout ça. L'exécutif ratifie, le président ratifie le traité, et les juges qui étaient censés recevoir les réclamations des gens, les avocats ne portent aucune réclamation, et les juges ne disent rien. Ils pouvaient soulever d'office les trucs en disant attendez, il n'y a plus de constitution. Moi, pouvoir indépendant judiciaire, je vous dis que vous, les exécutifs, vous avez violé le droit du peuple. C'est un droit international, ça, depuis 1945, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes quand même. Donc ça veut dire si on viole la volonté du peuple, où est le droit du peuple à disposer de lui-même? Il n'a mis au pouvoir des gens qu'avec son accord. Donc voilà pour la Constitution. Ensuite, nous avons affaire à des lois depuis 2020 qui nous ont imposé des mesures pour nous priver de liberté, nous imposer des injections, des confinements, des fermetures d'entreprises, des masques, des tests dans le nez, invasifs, etc. Or, vous allez voir qu'il s'agit de crimes contre l'humanité également. Je reviens en arrière. Pourquoi crime contre l'humanité avec la République? Parce que le fait de cacher la vérité, c'est-à-dire que vous mettez le peuple dans la coercition psychologique en lui faisant croire qu'il y a une république, puisqu'elle n'existe plus juridiquement. Vous avez compris, c'est très simple, la déclaration des droits, encore une fois, ce sont des principes simples, que tout le monde doit pouvoir comprendre. On ne peut pas nous dire non, non, c'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. C'est des principes simples. Donc, il n'y a plus de constitution, des usurpateurs de fonction publique, et ils nous font croire qu'il y a une république. Ils utilisent la force publique, dont l'article 12 de la déclaration des droits dit qu'elle doit être au service de la garantie des droits, et non pas de ceux à qui elle est confiée. Donc ils instrumentalisent ces forces publiques qui sont contraintes et forcées, qui ont leur crédit auto à payer, etc. On les comprend. Mais certains patriotes, à un moment donné, s'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir d'arrêter ces gens, ils vont le faire.
Ils vont pas nous dire quand ni comment, mais ils vont s'organiser. Notre but, c'est de les informer, par exemple, c'est un des buts de l'action, droit en action, de les informer qu'ils peuvent arrêter ces gens en flagrance. Parce que la torture mentale, on est d'accord qu'elle a lieu tous les jours. La flagrance, ça se définit comme un acte commis au plus tard il y a 72 heures maximum. Donc tous les jours, ils sont en train de se prétendre être députés, sénateurs, ministres, présidents. Ils utilisent les palais et les moyens de l'État. Ils occupent l'appareil d'État sans droit ni titre, hein, depuis 2008 tous. Et donc ils sont en état de flagrance et ils peuvent être arrêtés par les forces publiques, et sans même ordre de leur hiérarchie. Ils peuvent arrêter tous ceux qui s'y opposeraient. Parce que donc c'est un crime de torture mentale. On pourra définir, question-réponse si vous voulez, le détail. Ça fait partie des crimes contre l'humanité, la torture mentale. En nous mettant dans la coercition psychologique, en nous menaçant, en nous mentant, en nous désinformant, on est dans et on croit que nous sommes soumis à une république, etc. Combien ici, parmi vous, croient que nous sommes en république? Ça n'existe pas. Il y a encore des tas de gens dans la résistance qui disent la république, réinstaurons la république. Enfin, pas réinstaurons, mais ils ont violé ceci, cela, on va le destituer, puis on va continuer avec nos députés ou ceci ou cela. Il n'y a plus de république, il faut tout reprendre à zéro, elle est nulle et non avenue. Ça s'appelle la caducité. Il n'y a plus de constitution, c'est terminé. Le peuple doit repartir à zéro, reformer, comme dit Étienne Chouard, lui-même sa propre constitution. On va en parler après. Donc, crime contre l'humanité par torture mentale. De même que, alors avec toutes les mesures Covid privatives de liberté, elles sont faites au nom de quoi? D'un virus qui, soi-disant, circulerait, serait pathogène et contagieux. Donc ça, au niveau juridique, vous savez que toute personne qui allègue un fait a la charge de le prouver. Ce n'est pas à nous de prouver qu'il n'y a pas de virus, par exemple, ou qu'il n'y a pas de contagion. C'est à eux de prouver par des preuves scientifiques, des études scientifiques, qu'il y a des virus qui sont contagieux et qui causent des maladies. Or, on peut en reparler si vous voulez, il y a tous les éléments sur un site internet que j'indiquerai. Il n'y a aucune preuve scientifique que le virus du Covid a été isolé, qu'on a prouvé, parce qu'on ne l'a pas isolé, on n'a pas pu prouver qu'il cause le moindre symptôme. Et la contagion en général n'a jamais été prouvée depuis près de 200 ans. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus en anglais qui s'appelle Can You Catch a Cold? Pouvez-vous attraper un rhume? Et qui liste plus de 1100 références d'études scientifiques qui ont tenté en vain de prouver la contagion depuis 200 ans. Donc s'il n'y a pas de contagion, comment peut-il y avoir des virus contagieux? Déjà, chercher l'erreur. À partir de là, nous n'avons rien à prouver et c'est à eux de prouver. Nous avons fait d'ailleurs, vous verrez, une sommation à 6 ministres le 5 octobre 2021 pour les sommer de remettre les preuves scientifiques justifiant les mesures depuis mars 2020, confinement, tests, masques, etc. Ils n'ont jamais répondu en leur disant qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques de l'existence du virus, etc. et de sa causalité. Pour ceux qui sont adeptes du professeur Montagnier ou autres, j'ai même une vidéo quelque part où le professeur Montagnier reconnaît qu'il n'a pas pu isoler le virus du sida, par exemple. Point. Donc ça peut en choquer certains, on pourra en parler plus tard tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On va notifier à tous ces gens qui vous imposent ces mesures, y compris les policiers, l'hélicoptère qui vient se poser, vous fout une amende. Il a commis un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que, un, il vous met en torture psychologique, menace de réprimande, d'amende, de prison si vous recommencez, récidive, interdiction de sortir, intimidation, peur. C'est même des actes de terrorisme lorsque vous séquestrez des gens en utilisant l'intimidation ou la terreur. C'est du terrorisme en plus. Lorsque vous portez atteinte à l'intégrité psychique ou physique des gens, la coercion psychologique, c'est l'atteinte à l'intégrité psychique, c'est un crime contre l'humanité aussi. Tout ça, c'est l'article 212.1 du Code pénal. Donc, lorsque vous privez les gens de liberté en violation du droit international, le droit international, il interdit les expériences médicales ou scientifiques. Quand vous n'avez pas la preuve de la contagion ou d'existence de virus contagieux pathogènes, et que vous imposez des mesures pour lutter contre ces virus dont vous n'avez pas la preuve, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous faites une expérience. On va voir quand même si. Donc c'est une expérience. C'est interdit par le droit international. Et si vous privez les gens de liberté, ça devient un crime contre l'humanité. Parce que vous violez l'interdiction. Cette interdiction des expériences vient directement de ce qu'on appelle le Code de Nuremberg, qui n'est rentré dans le droit vraiment que par le traité de 1966, le PIDCP, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Traité signé par des tas de nations en 1966. Ratifié par la France, etc. Donc, voilà pour la présentation. Je peux maintenant vous montrer comment on va procéder aux mises en demeure. La mise en demeure, elle s'adresse à la fois aux gens de l'enseignement, de la santé, et surtout, elle se fait sous une forme, vous allez voir le document,
qui fait que vous êtes entièrement dans votre droit et votre devoir. Vous le faites de manière anonyme, sans risque pour vous, et sans même que celui qui va recevoir l'accusé de réception, l'organisme qui fait ça pour vous, qui met son nom, soit même risque d'être accusé de diffamation. On en parlera si vous avez des questions-réponses là-dessus, des questions, parce que la diffamation, il y a des conditions, il n'y a pas de diffamation. Sans que même ce soit une menace des autorités à qui on écrit, parce que nous sommes obligés de par la loi, le code pénal, article 434.1 et 2, de dénoncer les crimes aux autorités judiciaires et administratives. Administratives, c'est les chefs d'établissement, d'enseignement, de santé, hôpitaux, etc., les préfets, autorités administratives, les procureurs administratifs, et les autorités judiciaires, des juges, si éventuellement, etc. Et puis vous pouvez aussi mettre en demeure, dénoncer ces crimes à qui? Aux chefs d'entreprise, aux autorités, aux grandes sociétés, aux médecins privés, etc., pour leur dire, alors, est-ce que vous avez la preuve scientifique que votre virus existe et qu'il est contagieux? Alors, merci de nous l'envoyer, c'est ça que dira la mise en demeure, je vais vous la montrer. Et si vous ne l'avez pas, alors je vous mets en demeure d'arrêter de diffuser ces informations fausses qui trompent les gens, qui les mettent en état de torture mentale. C'est un crime contre l'humanité. Je vous invite à diffuser cet avis partout, à tous vos patients, vos clients, vos contacts. Et si vous ne le faites pas, vous êtes complice par abstention pour ne pas avoir informé le public alors que vous en aviez la possibilité. Et la complicité par abstention, ça existe. C'est une aide à réaliser l'infraction parce que vous diminuez la résistance de la victime. Et donc, ce document, comment se présente-t-il? Alors, nous allons partager l'écran et je vais vous montrer la mise en demeure elle-même. Et ensuite, quand vous l'envoyez, comment ça va apparaître? On a fait une carte de France où vous verrez déjà 61 mises en demeure qui ont été envoyées dans toute la France. Hop, je l'agrandis. Ça y est, c'est agrandi. Vous le voyez bien? Je vais l'agrandir à nouveau. Oui. Donc c'est une mobilisation nationale, avis rappel à la loi, ça s'appelle protection de la santé des mineurs et de la jeunesse et des moins jeunes parce qu'il y a les mineurs, les nouveau-nés, les mineurs, la jeunesse, plus de 18 ans, et puis tous les vaccins pour tout le monde. Qu'est-ce que dit ce document? Il s'adresse aux parents, aux tuteurs légaux, ils sont responsables des injections injectées à leurs enfants, n'oubliez pas, ils sont responsables. C'est-à-dire s'ils n'ont pas de justification scientifique, ils sont dans l'expérimentation médicale, c'est un crime, mais contre l'humanité, interdit par le code de Nuremberg, enfin, par les traités internationaux. Ça s'adresse aux professionnels de la santé, d'enseignement, des médias, qu'ils soient publics ou privés, les médecins, infirmiers, les ordres des médecins, tout ça, les sages-femmes, tout ce que vous voulez, journalistes, plateformes internet, les médias alerteurs, les médias menteurs, tout ce que vous voulez, et les responsables d'autorités administratives, judiciaires et privées. Donc le ministre de la Santé, la Haute Autorité de Santé, elle a déjà été informée, l'ARS, les ARS, les maires, les préfets, tous ces gens-là, policiers, gendarmes, militaires, procureurs, directeurs. Et donc, les rectorats, bien sûr, puisque dans les écoles, les universités, etc., après tous ces gens-là, s'ils informent le plus de monde possible, les gens vont être informés, ils vont plus accepter les injections, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on leur dit? Savez-vous que la charge de la preuve d'un fait, tel que l'existence d'un virus ou pathogène contagieux, incombe à celui qui l'allègue? Donc, nous n'avons rien à prouver. Et donc, si vous continuez alors là, vous lirez le document, de soutenir le narratif officiel, etc., de soutenir les mesures sanitaires, pharmaceutiques ou non pharmaceutiques, vaccinales, pas vaccinales, les confinements, etc., avec de la coercition psychologique ou pas, ou physique, les menaces, etc., en privant ou pas les droits et libertés, parce que rien que la menace, etc., ça suffit. Et sous prétexte de lutter contre des symptômes que vous appelez des maladies infectieuses, qui seraient causées par des virus, etc., alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique, et ça vous aurez des références pour aller le voir, il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus, de l'existence réelle de tels virus pathogènes contagieux. Et d'ailleurs, c'est un comble que les piliers, entre guillemets, de la résistance soient des gens qui ne disent toujours pas cela, alors qu'ils ont les obligations déontologiques de le dire en tant que médecin, de dire la vérité sur la preuve scientifique, de donner les données scientifiques, c'est dans leur code de déontologie, les données confirmées par la science, ils ne les ont pas. Donc, que toutes ces mesures, il n'y a pas de preuve de leur efficacité ou de leur innocuité, eh bien, quand vous faites ça, quand vous faites ces mesures, que vous en faites la promotion, vous engagez votre responsabilité personnelle, pénale et civile, et directement, parce que pour les fonctionnaires, il n'y a plus d'état de droit, puisqu'il n'y a plus de constitution, on leur explique après, et vous commettez un crime contre l'humanité ou une complicité de crime par torture ou privation grave de liberté physique. Voilà. On leur explique après que ça concerne toutes sortes de vaccins, y compris les 11 vaccins, la bronchiolite, les 11 vaccins pour les nouveau-nés, le sida, le Zika, tout ce que vous voulez.
Ça fait plus de 150 ans que les virus n'ont jamais été prouvés. La contagion, encore une fois, depuis 200 ans. Ça, on peut en parler. Et la charge de la preuve encore appartient à ces gens qui prétendent que ça existe. Donc en droit, vous avez ici une référence rapidement à l'article 212.1 du Code civil qui définit le crime contre l'humanité. Ensuite, qui définit le fait que le droit international nous dit que on ne peut pas imposer une expérience scientifique sans le libre consentement de la personne. Or, il n'y a pas de libre consentement tant qu'il n'y a pas de libre information, vous me suivez? Ça s'appelle un vice du consentement, donc s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de... voilà, les gens sont trompés par la désinformation, le mensonge. Il y a un point important aussi, le 213.4 dit que les gens qui n'ont fait qu'obéir à la loi ou au règlement ou à la hiérarchie ne sont pas exonérés pour autant d'être complices ou auteurs de crimes contre l'humanité. Donc le coup du responsable mais pas coupable, ou comme les Allemands ont fait, les fonctionnaires allemands ont dit après la Seconde Guerre mondiale, oui mais nous on a fait qu'obéir aux ordres, ça ne marche plus. Hein, c'est dans le code pénal depuis plus de 20 ans maintenant. Donc ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce que la complicité? La complicité peut être par action ou par abstention, vous verrez tout est expliqué. Et attention, j'ai perdu une page, voilà. Ensuite, je le disais tout à l'heure, donc le fait de s'abstenir alors qu'on a le pouvoir d'informer, c'est une complicité aussi, parce que ça affaiblit la résistance des victimes, alors qu'on aurait pu les informer. Voilà. Les médecins pharmaciens ont le devoir de justifier la science derrière leurs actions. De même, les médias ont le pouvoir d'investigation. Donc ils devraient connaître la vérité. Si moi, avocat, je la connais, et plein de gens la connaissent, et plein de scientifiques et de médecins la dénoncent, cette vérité. Hein. Mais eux, s'ils ne le disent pas, ils sont quand même ils doivent dire la vérité. La charte de Munich des journalistes, ils doivent rétablir les exactitudes des faits, dire la vérité et ne pas rentrer dans la propagande. Voilà. C'est pas ce qu'ils font. Les médecins, pharmaciens, pareil. Combien de pharmaciens ont piqué sans avoir la moindre preuve scientifique que leur vaccin luttait contre un virus imaginaire? On ne peut pas lutter contre un virus imaginaire. C'est dans la tête des gens que ça se passe. Et vous avez la Cour de cassation qui a jugé en 2021, comme dans l'affaire Papon en 97, que le complice, il n'a pas besoin d'adhérer au plan concerté des méchants ou des nazis ou à l'hégémonie, à l'idéologie hégémonique des nazis, ni au plan concerté de l'État islamique en Syrie. C'est Lafargue qui était accusé d'avoir donné des millions à l'État islamique. Oui, mais non, on n'a pas voulu aider les crimes. Mais ils ont été jugés comme ayant aidé les crimes. Et la Cour de cassation a dit qu'il n'y aurait pas d'acte de crime contre l'humanité si on ne poursuivait pas les actes de complicité des crimes contre l'humanité. Vous verrez ça dans le document. Donc c'est très important de dénoncer à ces gens qui sont aussi complices par leur abstention, par leur aide et assistance, même s'ils n'ont pas voulu faire du mal. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas les preuves et ils sont de mauvaise foi. De toute façon, ils n'ont pas les preuves qui justifient leurs actions. C'est très grave. Hein. Il y a plein de gens qui se réveillent en ce moment. Et donc, dans les faits, conclusion, attendez, j'ai raté la page encore une fois. Dans les faits, ces gens n'ont pas de preuves et donc ils sont responsables de crimes contre l'humanité. Donc, ce qu'on fait dans la deuxième partie du document, vous pourrez lire tranquillement, le voilà, c'est mise en demeure. On vous dit que vous soyez responsable d'administration ou bien d'une autorité administrative ou judiciaire, ou responsable médecin d'entreprise privée, etc., ou que vous soyez aussi force publique, en bas, en bleu. On vous explique qu'il n'y a plus de constitution depuis 2008, que vous pouvez que moi, citoyen qui signe anonymement cette mise en demeure, j'ai pas besoin de la signer d'ailleurs, qui l'envoie, je me constitue procureur du peuple. Procureur, c'est quelqu'un qui s'occupe de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc vous êtes procureur du peuple. Vous agissez au titre de votre droit de résistance à l'oppression, parce que les 4 droits fondamentaux dans la Déclaration des droits de 1789, c'est la liberté, la sûreté, la propriété et le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes opprimés par des gens qui sont sans droit ni titre puisqu'il n'y a plus de constitution, et on va donc informer tous les corps intermédiaires qu'ils sont en train d'obéir à des usurpateurs de fonction publique, qui est un délit de 3 ans puni de 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, et que tous ces usurpateurs commettent aussi des crimes. Premier crime, la torture en faisant croire à la République qui n'existe plus. Crime contre l'humanité, réclusion criminelle à perpétuité. J'ai presque terminé. Et ensuite, on leur dit qu'il n'y a plus de République, qu'il y existe un Conseil national de transition qui a été déclaré à l'ONU, qui permet au peuple de disposer de lui-même, de s'autodéterminer. Et ce Conseil de transition, si vous avez des questions pour en parler, il a tout un programme, vous allez voir sur conseilnational.fr, document officiel, il y a la présentation. Il va instituer des institutions totalement démocratiques pour permettre au peuple de gérer lui-même selon un programme
défini qui va permettre de restaurer le pays pendant 2-3 ans. Et pendant ces 2-3 ans, il va mettre en place une commission complètement démocratique, tirée au sort, etc., à partir de chaque mairie, qui va rédiger une constitution en se référant au peuple étape par étape, peut-être sans doute par référendum, puis un référendum final pour l'acceptation. Et à ce moment-là, eh bien, c'est cette nouvelle forme de gouvernance entièrement écrite tranquillement par le peuple et non pas en 3 mois, en 6 mois avec le stress, et pendant que le pays se redresse et qui va prendre le relais. Et comment arriver à cette situation? Eh bien, il faut d'abord procéder à l'arrestation de ces usurpateurs criminels, crimes contre l'humanité, etc., et terroristes, je vous expliquais. Comment? Eh bien, par les forces publiques qu'on a mis en bas en bleu. On leur dit, vous avez le devoir de nous libérer en procédant sans délai aux arrestations en flagrance des usurpateurs pour leurs crimes et délits. Et actes de trahison aussi, hein, la livraison de matériel militaire affecté à la défense nationale donné à l'Ukraine, la susciter des hostilités contre la France par des intelligences avec des organisations étrangères comme l'Union européenne, l'OTAN, etc. Tout ça, c'est des actes de trahison. Bien sûr, la sauvegarde de la population qui est bafouée, c'est contre les intérêts fondamentaux de la nation, tous les actes concernant les mesures dites Covid, etc. Et donc on leur dit, vous avez l'article 73 du Code de procédure pénale, messieurs des forces publiques, citoyens patriotes, vous avez le droit d'arrêter toute personne en flagrance de crime ou de délit et de les conduire à un OPJ. Et avec tous ces textes-là, l'officier de police judiciaire, il va faire son dossier, le juge derrière ou le procureur, il ne peut pas nier ces faits. Et on est obligé de les dénoncer. L'article 434.1 qui est cité aussi ici, on doit dénoncer les crimes, sinon chaque citoyen qui ne dénonce pas un crime qu'il pourrait dénoncer et pour empêcher qu'il soit commis ou que les auteurs en commettent d'autres, c'est 45 000 € d'amende si vous dénoncez pas un crime, vous comprenez? Donc vous êtes dans votre droit, et quand c'est la loi qui vous oblige à faire quelque chose, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit. On ne peut pas vous dire oui, mais vous nous menacez, nous les fonctionnaires, etc. On ne vous menace pas du tout. D'ailleurs, on a mis en marge à gauche dans le document, sur la première page, vous voyez, la véracité des faits, puisque pour qu'il n'y ait pas de diffamation, etc., donc des faits cités par les présentes est établie, et leur légitimité juridique, leur qualification juridique est légitime. C'est-à-dire quand vous dites quelque chose de faux, il y a diffamation sur quelqu'un, et quand vous dites quelque chose de vrai mais avec malveillance, c'est aussi diffamation. Donc sauf si vous le dites d'une manière légitime pour informer les autres et qu'ils évitent de commettre d'autres crimes, par exemple. Donc c'est légitime. Et si vous vous sentez menacé, on a dit, qu'est-ce qu'on dit? Aucune menace ou intimidation n'est imputable à ce document, c'est la loi qui vous menace. Comprenez? Voilà un peu ce que j'ai à dire. Alors vous envoyez ce document en plié, c'est un A3, vous le pliez en deux, puis encore en deux, vous le repliez sur le côté, ça vous fait un 22/10, vous mettez votre recommandé, vous remplissez tout ça, et on ne peut pas vous le refuser parce qu'il n'y a pas d'enveloppe. On a même trouvé l'article de loi qui dit ici que un envoi postal, c'est simplement, il n'y a pas besoin de contenant, d'emballage. Ça peut être directement l'objet lui-même qui est envoyé par la poste, donc il s'agit du pli, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces sommations, de ces mises en demeure? Eh bien, au fur et à mesure, vous allez voir, si vous voulez participer à l'action, on va vous brancher sur un groupe action Telegram avec toute la procédure à suivre, qui vous permettra de choisir les destinataires à qui vous voulez envoyer des mises en demeure. Alors, elle est où ma carte? Ensuite, faire votre liste, poster cette liste, ensuite poster vos preuves d'envoi. Là, voilà la carte. Et avec vos preuves d'envoi, une personne ici présente va... Alors, où est-ce qu'elle est ma carte? Elle est là. Tac, là, voilà. Vous la voyez? Voilà, c'est bon. Voilà la carte de France. Il y a déjà des points bleus. Ça, c'est les preuves de dépôt. Alors, on ne voit pas beaucoup là, mais si j'édite la liste qui est à gauche, voilà, vous allez voir la liste. Il y en a 50 plus 11. Il y a 61 recommandés qui ont été faits. Vous avez le nom, le prénom, l'adresse, l'institution, etc., le titre. Donc, et si j'agrandis, alors prenons au hasard celui-là, hop, ça va nous amener ici, Christophe Mermand, préfet de région, il a été mis en demeure, on n'a pas mis la date, hein, mais on a les traces. Et lui, il est sur Marseille, là. Là, il y a un chef de bataillon, qu'est-ce qu'on a eu? Des hôpitaux, on a eu des préfètes, des hôpitaux. Alors là, j'ai quoi? Là, j'ai Jean-Christophe Théry, directeur de publication CNews, vous voyez? Après, j'ai... Ouais. Et la carte ne va plus arrêter de grandir. Alors, quand vous faites votre liste d'envoi, vous la postez sur ce groupe, vous verrez ce groupe, ils vont d'abord être mis sur la carte en jaune. Comme ça, vous vérifiez avant de faire votre liste d'envoi, d'engagement d'envoi,
vous engagez à envoyer, vous faites votre budget, etc. Et je vous explique sommairement pour en revenir après, hein. Et ça va être mis en jaune. Donc vous vérifiez sur la carte que c'est pas déjà fait en jaune dans votre région. Vous allez voir à Paris, par exemple. Regardez à Paris tout ce qui a été fait. Si j'arrive à bouger le truc, oh là là, comment faire? Voilà, hop, Oui, si tu peux agrandir une zone pour qu'on voit qu'il n'y en a pas qu'une mais plusieurs. voilà. Donc la Ludovic Pompignoli, je ferme. Ça c'est sur Paris. Vous voyez un peu déjà tout ce qui a été fait. Hop, 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 hop. C'est très difficile à gérer le truc, voilà. Je Bon, prends un peu. voilà. Vous les voyez là? Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, je clique là-dessus. C'est qui celui-là? Alors, c'est sorti Thierry Mm, mm. Sanemo, directeur de la FNCDG. La FNCDG, c'est la Fédération nationale des centres de gestion. Les centres de gestion, c'est ce qui gère les hôpitaux. C'est tous les comptables à la noix qui mettent tout le monde sous la pression, là. Vous voyez? Donc, eux, ils peuvent aussi. Là, on a qui? Les douanes. Je sais pas l'intérêt des douanes. On a Bélanger, Radio Skyrock. Je crois qu'on a aussi regardé Google qui a été fait ici. Les deux présidents de YouTube, Google, parce que Google est propriétaire de YouTube. Ils ont été mis en demeure. Il y a Manicle et puis il y a l'autre aussi. Ils sont deux gérants. Là, on a la présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Là, on a quoi? On a CNews. Il y a plusieurs de CNews, y compris Pascal Pro là. Donc c'est tout récent ça. Peut-être qu'on va avoir des changements quand ils sont Mm. confrontés à leurs responsabilités. Marie-Vonne, directrice d'INSP. Ça, c'est l'école d'administration. Je vois pas l'intérêt. Donc, on a peu de ressources pour Et une- l'instant. Oui. Essayons d'aller, voilà, Sud Radio. Ensuite, si on peut prendre une autre région, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, nous sommes sur Villeurbanne. C'est quoi? C'est Lyon. Ah bah, il y a du monde à Lyon, effectivement. Président, conseil régional Rhône de l'Ordre des pharmaciens. Regardez à Côté de Lyon. Lyon et Villeurbanne. Regardez comme ils ont bien travaillé à Lyon. Vous vous rendez compte un peu tout ça? Et lui, là, c'est Mm. qui celui-là? Pierre Roland, l'université, Claude Bernard. Ensuite, ça c'est qui? Vitos, président conseil régional des médecins. Il nous reste le conseil national des médecins qui n'a pas été fait. France Travail. Tous ces gens-là, tout leur personnel, tout ça, l'archevêque de Lyon, il peut aussi, oui, il peut en parler aussi, hein, ces ouailles. Président de Lyon Métropole, parce que le pape, vous vous Mm, souvenez, est mm, pour le mm. vaccin, donc les archevêques de Lyon vont peut-être se réveiller contre le pape. Ce serait intéressant. Le pape est pro-vaccin. Qu'est-ce qu'il y connaît, hein, d'ailleurs, le pape, on se demande. Mm. Le général, ensuite qui, voilà. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on peut arrêter la présentation, on a dépassé d'un quart d'heure, pardonnez-moi. On peut passer aux questions-réponses. Et le groupe, on vous le montrera après. Je vais fermer et tu peux rouvrir les micros où chacun pouvait intervenir.